Ok, salut les gars, j'espère que vous allez bien. On est parti pour l'épisode 2 de ma rubrique Un joueur, une interview. Aujourd'hui, on fait un coach, une interview. On est ici présent avec coach Fivos. Dis Ça va bonjour. aussi. Ça va super. Je vais te laisser t'introduire en quelques mots. Voilà, te présenter un peu vite fait pour ceux qui nous écoutent et qui peut-être ne te connaissent pas spécialement. Ouais, ok, merci. Merci de m'avoir invité tout d'abord. Donc moi, mon nom c'est Fivos Livaditis, je suis grec, comme mon nom l'indique. J'ai commencé ma carrière de joueur en Grèce jeune, ma carrière de jeune, entre guillemets. Mhm. Puis je suis arrivé en Belgique à 16 ans. J'ai continué mon parcours de joueur et j'ai débuté dans le coaching à partir de 18 ans. D'abord en tant qu'entraîneur des équipes universitaires de l'ULB, d'abord les filles, puis après les garçons où j'étais joueur-entraîneur. Ok. En parallèle, j'ai débuté dans les clubs et donc je vais peut-être diviser ma carrière en trois. D'abord en tant que directeur technique, j'étais directeur technique de l'école européenne pendant 10 ans, de Genappe pendant 4 ans, d'Union de Neuchâtel et consort en Suisse pendant 1 an l'année dernière, Ok. et maintenant directeur technique de Nivelles. En tant que coach, j'ai d'abord commencé ma carrière une dizaine d'années à l'école européenne, Ouais. dans les classes de jeunes. Puis je suis passé surtout sur différents clubs, mais je vais donner plutôt les principaux. Donc on va dire, si je dois retenir 2-3 choses au niveau des jeunes, j'étais champion U14, U16 Belgique avec Woluwe à l'époque, avec la génération dorée qu'on avait, incluant Toumani Camara. Ouais. Sous la houlette de Yvan De Vreugd. Donc ça, c'était une grosse opportunité en tant que jeune, Mhm. en tant que coach de jeunes. J'ai été champion de Suisse romande l'année dernière en U14. On a fini 3e sur le championnat national. Donc ça, c'est un peu mon palmarès sur les jeunes, en plus des sélections provinciales, Ouais. régionales et autres. Et sur la partie senior, je suis peut-être un des seuls coachs de première division qui a fait tout le parcours du combattant Ouais. pour arriver en première division. Donc j'ai été champion en P3, en P2, en P1 avec l'école européenne. Tu viens de loin, quoi. Ouais, je viens de loin. J'étais champion P1, R2 avec Genappe, Ouais. plus la coupe provinciale avec Genappe. Puis champion R1 en dames avec Woluwe. On n'est pas monté en D1 pour des questions financières à l'époque. Et j'ai aussi dans différents autres clubs au fur et à mesure de ma carrière, avec notamment aussi des passages en première division. Donc j'ai 6 ans en première division, 1 an en tant qu'assistant coach à Pepinster à l'époque, Mhm. avec Antoine Bréban, 2 ans en tant qu'assistant coach au Brussels en homme, 1 an à Fribourg Olympique en Suisse avec Thibaut Petit, où là on a fait le triplé, donc on a gagné le championnat, coupe et coupe de la Ligue. L'année dernière, je suis revenu en tant qu'aide coach à Namur. Mhm. On a fait l'Eurocup, on a fini 3e du championnat belge. Et j'ai signé pour 2 ans à Brenne, à partir de maintenant, voilà, Ok. pour les 2 ans à venir. Et qu'est-ce que tu en retires un peu de cette expérience professionnelle uniquement au niveau vraiment pro, Division 1? Qu'est-ce que tu en as retiré depuis là, depuis maintenant, de cette expérience professionnelle? J'ai retiré beaucoup de choses, du positif, du moins positif. Mhm. Du positif, c'est que c'est enfin une finalité en soi, c'est-à-dire d'avoir atteint un niveau qui me permette plus ou moins de dédier mon temps plein au basket, d'avoir fait un changement. C'est-à-dire que jusqu'il y a 2 ans, j'étais employé temps plein dans des grosses sociétés et patron de ma propre structure, et le basket était un loisir. Et Ouais. maintenant, le monde professionnel me permet de dédier mon temps plein au basket et de faire du business loisir, on va dire, si on peut appeler ça comme Ok. ça. Ouais. Donc ça, c'est déjà bien, c'est le côté positif de pouvoir dédier tout son temps à sa passion. Ouais. Ça, c'est une vraie chance. Ce que tout le monde aimerait faire, hein, au final. Voilà, tout le monde aimerait ça. Ça, c'est évidemment une fin en soi, mais qui n'est pas toujours évidente Ouais. À gérer. et à atteindre, surtout Ouais. dans le monde actuel. J'ai des rencontres humaines incroyables avec des coachs, avec des joueurs. Mhm. J'ai des joueurs et des joueuses avec qui je garderai probablement toute ma vie un contact, une relation, venus de tout horizon, de Mhm. différents pays aussi. Euh, Ça, c'est le côté positif. Évidemment, la progression continue, le fait d'investir beaucoup de temps dans le coaching, ça Mhm. te force à travailler, donc à évoluer sur des parties sur lesquelles tu n'as pas spécialement le temps en amateur ou Ouais, en c'est ça. semi-pro. Et puis le côté un peu moins glorieux que les gens ne voient pas, c'est tout le côté incertitude de l'emploi, Ouais. petite guéguerre politique, remise en question Ce qu'on constante, voit pas, en fait, nous. la pression, ça fait Ouais. partie du boulot. Ouais. Mais ouais, c'est un peu le revers de la médaille, et les gens qui ne sont pas dans ce milieu ont tendance à l'idéaliser, mais ne se rendent pas compte de la Ouais. difficulté et des obstacles que l'on peut rencontrer, quoi. Ok. Ok. Euh,
Quel est comment tu te définirais, toi, en tant que coach, de style d'entraîneur, ton style à toi? Si on dit maintenant, OK, le style Fivos, c'est quoi? Comment tu pourrais le définir? Bonne question. Je pense que je suis un coach qui aime bien être un peu plus comment dire, flexible au niveau offensif. J'aime bien OK, mettre les joueurs et les joueuses dans des conditions de confiance, parce que je pense que c'est la seule façon de performer. OK. Et pour prendre confiance, il faut les encourager à prendre des initiatives, pas les Tu laisses, restreindre à un OK. système pur. Tu laisses de la liberté, entre guillemets. Ouais, j'aime OK, bien laisser un peu de liberté, OK. là où c'est possible évidemment, parce que certaines joueuses ou joueurs, il ne faut pas leur laisser trop de liberté, mais Ouais, dans la mesure du possible, j'encourage la prise de décision un peu libre aux joueurs et aux joueuses. mm, Là où je suis peut-être plus directif et peut-être plus cadré, c'est sur les aspects défensifs, avec pas mal d'outils que j'utilise. C'est quelque chose qui me caractérise, c'est-à-dire que je ne vais pas me contenter d'une seule défense, je peux varier une dizaine de défenses sur un même match si besoin. ouais, Donc c'est un petit peu ce qui me caractérise, je pense aussi. Et le up tempo. J'aime OK. de plus en plus, au fur et à mesure des années, je me suis défini peut-être dans un rythme un peu plus élevé Mhm. de transition et autres, et beaucoup de pression défensive. Ça, c'est un peu ce qui me... Si je devais décrire mes caractéristiques, ce serait ça. On peut aussi mettre en avant le fait que je suis un coach qui, et c'est pour ça que je suis très heureux avec les playoffs NBA cette année, Ouais, je suis un coach qui a tendance à utiliser tout son roster. À OK, bon escient ou mauvais escient, ça dépend des opinions. ouais. Fais jouer tout le Mais monde. pas tout le monde, mais je veux dire, je pense que tourner à 10, c'est pas Ouais, quelque c'est chose de complètement infaisable. infaisable, OK, au contraire, et on le voit très bien maintenant avec Indiana et Oklahoma en ouais, ouais, plus, qui tournent à 10 tous ces playoffs c'est et sûr. qui ont réussi à mettre derrière eux des équipes qui tournaient à 7-8. Donc ça me rassure un petit peu dans mon style de jeu qui ne plaît pas à tout le monde, mais je pense que c'est aussi une façon pour moi de donner confiance à tout le monde et de pouvoir Ouais. ne pas dépendre de 1, 2, 3 On, individualités. on pense à New York, on pense à Denver. Voilà. Voilà. Notamment, on peut même penser à Minnesota Ouais, finalement, qui Minnesota aurait aussi, pu ouais, ouvrir un peu plus son banc, mais ouais. c'est sûr. Est-ce que du coup, on en vient à ça, est-ce que tu as un peu un modèle dans le coaching? Un gars vraiment que tu idéalises, je mets des guillemets, mais un ou deux coachs que voilà, tu suis depuis des années et qui t'ont vraiment inspiré? Ouais, alors bah, évidemment, j'ai évolué hein, avec Mhm. l'évolution du coaching. Comme beaucoup de coachs en Europe, j'ai d'abord été intrigué et attiré par le coaching yougoslave. OK, Je pense à deux coachs emblématiques qui sont Dusan Ivkovic, qui maintenant est décédé, qui était le coach de l'Olympiakos et de l'équipe nationale Serbie, ainsi que d'autres équipes, que j'ai eu la chance de rencontrer en plus. Donc c'était un de eye-opener, comme on dit en américain. Donc ça m'a vraiment fait découvrir pas mal de choses et avoir l'occasion d'échanger mhm, avec lui. Et l'autre, c'est Zeljko Obradovic, le coach le plus titré de l'Euroleague, qui a ouais, passé beaucoup de temps en Grèce. Donc ça, on va dire, c'était mes deux idoles du coaching, mes premières idoles, on va dire. mhm, Au fur et à mesure du temps, je pense qu'on est en train de connaître une évolution dans l'influence du coaching. C'est-à-dire que maintenant, c'est plus tellement l'école yougoslave qui domine et qui gère le basket mhm, européen. Il y a quand même des résidus, il y a des Obradovic et d'autres coachs comme Jaskiewicz qui viennent un peu de cette école aussi, mais je pense que les Grecs et le basket du Sud a pris un peu les enseignements du basket yougoslave et a développé son propre basket. Donc aujourd'hui, je tends plutôt vers cette école de coaching qui est plutôt grecque, italienne, espagnole, OK, un peu un Scariolo, mais surtout, moi je mentionnerais beaucoup Bartzokas, le coach de l'Olympiakos, OK. dont le style de basket est pour moi un des plus beaux styles de basket qu'on peut voir tactiquement. Euh, Ils étaient champions là d'ailleurs, Ils ont été champions en Olympiakos. Grèce. Bon, Ouais. on va même pas parler des championnats grecs parce que les finales, c'est toujours une catastrophe. Ah, Mais ils ont été premiers de l'Euroleague pour après faillir encore une fois ouais. en Final Four. Mais ça, c'est Mhm. un peu le style actuel. Je dirais Scariolo, Bartzokas maintenant. Ouais. OK. Voilà. Et qu'est-ce que tu en penses vraiment des anciens joueurs qui ont soit performé, soit en tout cas qui ont joué à haut niveau, qui deviennent coachs et qui prennent des équipes et on se dit OK, c'est des gros noms parce que ça a été des gros noms, je mets des guillemets en tant que joueur, et ils se lancent dans un projet où ils ont une D1, ils doivent l'assumer, et parfois ça fonctionne moins bien. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Au vu de mon parcours, je ne suis pas convaincu. OK. C'est-à-dire que ce qui m'a poussé à faire ce long cheminement, hein, Mhm. c'est qu'on est dans un monde où beaucoup de la critique est facile et où donc c'est important de pouvoir se regarder dans le miroir et se dire est-ce que j'ai le niveau pour ce niveau? OK. Et pour le faire, c'est pour ça que j'ai préféré d'abord valider. J'ai le niveau pour coacher en P3, j'ai le champion en P3, ok, je peux me coacher en P2. Mhm. Et ainsi de suite. Donc c'est
un processus itératif, c'est ce qu'on dit dans le processus d'entraînement. Mhm. Il y a ce qu'on appelle la progressivité de Mhm. l'entraînement et de l'évolution. Et je pense qu'il faut passer par... il faut manger son pain noir pour devenir assez efficace, pour Ouais. faire des erreurs de jeunesse et pour apprendre. Donc oui, j'entends le fait que peut-être qu'un Spanoulis, par exemple, si on prend le cas de Spanoulis, Mhm. va être beaucoup plus crédible auprès de ses joueurs, Légitime, ouais, c'est ça. mais il va peut-être faire des erreurs qu'un coach qui est plus saisonnier ne fera pas, C'est ça. c'est-à-dire l'utilisation de son roster, l'utilisation de ses temps morts, l'organisation de ses entraînements, Ouais. la gestion d'une équipe, parce que c'est pas parce qu'on est un bon joueur qu'on gère spécialement bien son C'est équipe. sûr. On l'a vu avec un gars comme Yassik Vucius qui tactiquement était peut-être un des meilleurs coachs européens quand il était au Barcelone et à Zalgiris, mais qui finalement n'a gagné maintenant Mhm. que parce qu'il a procédé à un changement dans sa façon de traiter l'humain. Ok. En allant à Fenerbahçe, il a changé complètement la façon de gérer ses joueurs. Et au début, c'était plutôt une question de sa personnalité, mais la personnalité en tant que joueur ne peut pas être la même qu'on peut avoir en tant que C'est coach. sûr. Elle peut avoir une influence, évidemment. Mais il y a beaucoup d'erreurs que j'ai vu des jeunes coachs, anciens joueurs faire, qu'ils n'auraient peut-être pas pu faire s'ils avaient coaché, je ne sais pas moi, ne serait-ce que des U18 auparavant. Et je pense que c'est très très influencé par la NBA aussi. Ouais. On voit pas mal de joueurs Beaucoup, qui sont parachutés coach sans avoir même été assistant C'est ou ça. autre. On pense à un Steve Nash, on pense à un Chauncey Jason Billups Kidd. ou d'autres. Ouais, Jason Ouais. Kidd, ouais. Voilà, Jason Kidd. Quoique Jason Kidd, il était assistant avant, je pense. Ah Mais ouais? même, Ok. ouais, voilà, mais c'est ça. Il y a pas mal d'exemples. Oui, Jason Kidd, il a beaucoup évolué depuis son époque où il a Ouais, coaché Milwaukee. c'est sûr. Donc, je pense que c'est compréhensible, mais je ne suis pas sûr que ce soit la solution la plus réaliste et la plus crédible. Ok. Ne serait-ce que, allez, on va prendre un autre sport. Regardez Zidane. Zidane était d'abord entraîneur des réserves, puis il était entraîneur de la seconde équipe, puis il Mhm. était assistant. Il a gravi les échelons, quoi. Ouais. Je pense qu'il y a un processus d'apprentissage Ok. et que ce processus d'apprentissage, même si on a été un des meilleurs joueurs du monde, ne va pas t'expliquer comment gérer l'humain, comment gérer un staff, comment gérer une équipe, Mhm. comment gérer une organisation, parce que tu dois organiser tes entraînements, tu dois organiser ta charge de travail, tu dois pouvoir collaborer avec un préparateur physique. Mhm. Il y a beaucoup de choses qui font dont un joueur ne doit pas se soucier. Et donc, Mhm. ça ne prépare pas spécialement à tout le spectre de responsabilité qu'un coach doit avoir. Ok. Voilà. Ok. Ouais, j'aime bien la réponse complète. Je suis plus ou moins la même chose que toi. Je pense plus ou moins la même chose. Bah, par rapport à Thiago, par exemple, Peter, qui coach maintenant à Paris. Je trouve qu'il a eu l'humilité de se dire, ok, je vais à Paris, je ne vais pas m'imposer. Le truc qui est en place, il fonctionne très bien. Mhm. On va suivre. Et justement, il a été plutôt dans la pédagogie, parler aux joueurs, motivation, mais tout ce qui est entre guillemets plus tactique. Après, c'est mon opinion de extérieur. J'ai l'impression qu'il n'a pas ramené beaucoup de Non. choses et qu'il a laissé beaucoup de liberté à ses joueuses. Et ça a marché l'année passée, ça fonctionnera cette année. Et voilà, je trouve Ouais. que c'est pas Ouais, mal humble, je trouve, de sa part. ouais, Thiago Splitter était très intelligent de s'adapter à. Finalement, bon, en même temps, il n'a pas eu trop le choix. Mhm. Il est arrivé avec un roster qui avait déjà été constitué par son Ouais. prédécesseur, avec un style de jeu qui a fait ses preuves Mhm. et qui était quand même très dur à implémenter. Et tous les profils de Paris Basketball ont été recrutés pour répondre aux Ça. attentes de Lissalo par rapport Mhm. à son style de jeu. Et donc, Thiago Splitter est venu, ouais, en effet. Je trouve que c'était très intelligent de Mhm. sa part, mais c'est encore une fois un joueur qui a roulé sa bosse en tant qu'assistant coach en NBA Ouais, aussi. avant de prendre un Ouais. challenge en tant que head coach. Et d'ailleurs, il Il retourne en retourne. tant qu'assistant Ouais. coach, donc c'est intéressant. Ok. Et toi, en tant que coach, tu es plutôt, on t'amène un effectif, tu t'adaptes un peu aux joueuses que tu as, ou bien tu viens imposer tes principes, tes règles, et c'est comme ça, c'est pas autrement. Alors, je pense qu'une de mes forces, et ça vient surtout de mon passé dans le basket amateur, et on en Ouais. revient un petit peu Ouais. à cet apprentissage nécessaire que je pense qu'un coach devrait avoir, Ouais. c'est que dans le basket amateur, finalement, ou semi-pro, tu ne choisis pas tout le temps ton effectif. Ouais. Et tu dois pouvoir t'adapter avec les joueurs et les Mhm. joueuses que tu as. Et je pense que ma force, c'est de pouvoir m'adapter à mon effectif. Ok. Et pas l'inverse, pas pousser mon effectif à s'adapter à moi. Évidemment, il y a des principes ou une polyvalence que je demande, une compréhension, par exemple, de tel type de défense ou la possibilité de passer d'une défense à une autre. Mhm. Ça, c'est une condition sine qua non que je vais imposer à mes joueurs ou à mes joueuses, que je vais enseigner, parce qu'on ne doit pas l'imposer, on doit l'enseigner. Mhm. Euh, mais ouais, je pense que je m'adapte tout le temps au roster que j'ai. Ok. Et tu peux me donner 6 joueurs qui jouent bien au basket et 4 qui sont juste des role players avec une compétence, je vais pouvoir en faire quelque chose parce Ok. qu'on en revient à cette
à ce modèle où je pense on peut tourner à 10 Mhm. et chacun peut avoir un rôle très spécifique par rapport à son rentrée. Donc, Ok. ouais. Ok, bien. Euh, Par rapport à Bren, donc maintenant tu as évolué à Bren cette année en tant qu'assistant coach. C'est quoi un peu les ambitions à Bren pour cette année en termes de championnat, de coupe qu'est-ce que vous visez un peu? Quand on rejoint Bren, on vise toujours le top, donc Ouais. on vise le doublé, championnat coupe, et Mhm. on vise encore une fois une sortie des poules d'Eurocup. Ok. Donc ça c'est la réalité quand on rejoint un grand club comme Bren, qui voilà, ça, ça ressemble un peu à la pression qu'on peut avoir quand on rejoint un club comme Fribourg Olympique en Suisse par exemple. Donc voilà. Ok. Quand on parle de basket féminin, comme maintenant tu es à Bren cette année, moi je trouve que voilà, il est beaucoup moins médiatisé évidemment que le basket masculin de manière générale, et ça dans le monde de manière générale. Qu'est-ce que tu trouves qu'on devrait faire en Belgique pour faire en sorte de pousser encore plus le basket féminin? Et quand on voit les résultats qu'elles font les Cats, on devrait dire normalement, ben, on devrait être au-dessus à ce niveau-là et on devrait être beaucoup plus médiatisé par rapport aux filles, etc. Et tu vois que finalement, c'est pas forcément le cas. Qu'est-ce qu'on devrait mettre en place, tu trouves, pour le basket féminin pour faire en sorte qu'elles soient plus mises en avant, qu'il y ait plus de choses qui soient faites pour elles, qu'il y ait voilà, de meilleures infrastructures et plein de choses? Alors pour corriger un peu, je pense que le basket en général n'est pas assez médiatisé en Belgique. De général, ouais. Donc hommes, filles. Les hommes ont l'avantage d'avoir la BeNex League qui est diffusée sur Ouais, c'est ça. Vous de temps en temps, quelques Mm. matchs. Mais en effet, le basket féminin n'est pas du tout Mal mis représenté, je en trouve. avant, Ouais. ouais, pas du tout représenté. Donc je pense que déjà il faut saluer des initiatives comme la tienne, Mhm. celle de gars comme Jean Bossengé, comme Ouais. David Ness, enfin toutes ces petites. Heureusement, les médias aujourd'hui, les médias alternatifs permettent d'avoir peut-être une couverture un peu plus originale. Mhm. Donc ça, je salue votre effort et je pense que ça passe par là, Ouais. évidemment. J'ai l'impression, ouais. Mais il faut qu'il y ait vraiment une conscientisation des médias plus professionnels, hein. Mhm. La télé ne couvre rien. C'est ça. La télé ne couvrant aucun match, on ne bénéficie pas de droits télé non plus, les Mhm. clubs, donc ça veut dire moins d'investissement financier, etc. Donc on court vers une perdition, je pense, à partir du moment où les médias ne prêtent pas attention au basket et ne le promulguent pas et n'aident pas par rapport à tout ce qui peut tourner autour des rentrées indirectes. Mhm. Mais pas que les médias télévisés. On peut penser aujourd'hui, le plus grand journal belge francophone, c'est quoi? C'est Le Soir. Ouais, La hein. couverture basket féminin, elle est nulle, il n'y a Ouais, rien. ouais, ouais. Aucune référence au basket féminin. Sûr. Peut-être les Cats une autre fois de temps en temps. Donc Quand je elle, pense quand elle que, gagne le titre seulement, et après on n'en parle plus, voilà, et quoi. encore, c'est ça. Ouais, Donc il y a beaucoup de choses à faire. En fait, je pense qu'on parle d'une table rase, quoi. ouais. Il faut que les médias professionnels se penchent un petit peu plus sur ce qui est le deuxième sport au niveau mondial, hein, Ouais, c'est finalement, le ça. basket. Euh, Parce qu'il y a une population active, parce qu'il y a l'effet CATS, en effet. On espère que les hommes vont aussi petit à petit faire un meilleur parcours avec Toumani, On espère toujours, j'espère. Ouais. Jai Mitchell, etc. J'espère qu'ils vont rejoindre pour pouvoir développer l'accent basket et l'intérêt du Mhm. public. Et puis il y a aussi une réalité, il faut que, c'est comme dans tous les sports, hein, on discutait de ça avec une personne aux États-Unis que j'ai rencontrée, par rapport à la différence de revenus NBA et WNBA aussi. Il faut aussi que les femmes se positionnent en tant que spectatrices Mhm. des femmes. Ouais, ouais, C'est-à-dire qu'il faut voir plus de femmes aller encourager ou aller regarder du basket féminin, ouais, sûr. remplir les stades en mode parce que c'est intéressant et parce que c'est la meilleure façon de supporter Mhm. le sport féminin en général, pas que le Mhm. basket. Je pense qu'il y a aussi, on veut toujours réclamer une équité, ce qui est tout à fait logique, mais Mhm. il faut aussi penser à la réalité financière derrière et que pour que la réalité financière soit la même, il faut avoir plus de public dans les salles, et ça part aussi, je pense, des spectatrices féminines, Mhm. en plus de couverture de tous les médias. Ok. Donc, ouais. Ouais, intéressant. Et toi, plus tard, si on parle de maintenant Bren, donc maintenant 2025, en 2030, 2035, plus tard, comment te vois-tu dans ton futur? Est-ce que encore dans le basket? Est-ce que peut-être un truc complètement différent? Comment tu te vois dans l'avenir? Mais, vu que j'ai franchi le cap il y a 2 ans Ouais, de devenir pro dans le basket et de faire que ça à temps plein, ouais, j'espère que 2030-2035 sera encore dans le basket. ok, encore dans le circuit. Ouais. Mais ouais, je vais pas cacher, moi mon ambition c'est de monter comme je l'ai fait tout au long de ma carrière, Ok. continuer à évoluer, aller le plus haut possible, Mhm. dans des championnats de plus en plus compétitifs, dans des postes plus compétitifs. Donc ouais, d'ici à 2030, c'est une très bonne question. Je me fixe des objectifs à court terme. 2030, j'aimerais en tout cas être un head coach un peu reconnu, Mhm. que ce soit en femme ou en homme quelque part.
puis 2035, continuer mon évolution, éventuellement Euroleague ou autre. Ok, cool. C'est un peu ce vers quoi j'aspire. Ouais. C'est bien. L'Euroleague, beau projet. Beau projet. Ouais. Après, il faut se mettre des objectifs ambitieux pour Ouais, pouvoir y d'office. arriver. Et puis, ça dépend un petit peu il faut de la chance, il faut beaucoup de choses, il faut des bonnes opportunités, des bons. Tomber au bon endroit au bon moment Un aussi parfois. timing. Ouais, le timing, c'est beaucoup plus important que ce qu'on ne croit. Ouais. Surtout au vu des dernières informations concernant Brenne. Donc le timing Mhm. peut jouer des tours des fois, ouais. Ok. Donc, ouais. Quel conseil tu pourrais donner aux coachs plutôt de ma génération, voire même plus jeunes, pour évoluer un maximum dans leur job de coach? Bonne question. C'est des petits Je tips, pense des petits que trucs. c'est le même conseil que je donnerais à des joueurs. Il faut beaucoup de travail. Mhm. Il y a un travail de suivi, il y a un travail d'apprentissage qui se fait via des cliniques, Mhm. via des vidéos qu'on peut suivre. Maintenant, vous avez là beaucoup plus accès à des vidéos que ce Mhm. qu'on avait à l'époque. À l'époque, je me rappelle, avec Yvan Devrecht et Jomet, on achetait des packs de DVD tous ensemble, Ouais. qu'on se partageait. Maintenant, vous avez accès à Ouais. des bibliothèques illimitées d'apprentissage sur Internet. Donc il faut travailler, il faut faire attention par contre, donc, quand on travaille ou quand on va suivre une clinique, on a tendance à directement vouloir implémenter ce qu'on a vu Ouais. parce que ça nous plaît. Il faut faire le tri, quoi. Peut-être faire le tri, Ouais. donc ça c'est aussi un deuxième conseil, apprendre à faire le tri. Est-ce que justement j'ai un noyau qui me permet de faire ce que j'ai vu? Oui, non. Il ne faut pas toujours s'emballer. C'est ça. J'avais un coach en P3 qui nous avait fait jouer les systèmes de Barcelone. Donc voilà, Ok. parce qu'il a vu sur Internet. Donc il faut toujours pouvoir faire le tri, avoir l'intelligence et l'autocritique de se dire est-ce que ce que je fais, est-ce que je travaille, est-ce que je vois peut être réplicable ou non. Mhm. Est-ce que je le garde dans mon outil, dans ma boîte à outils pour plus tard, pour un autre type de ressort. Donc ça, c'est un peu une difficulté qu'il faut avoir, qu'il faut réussir à outrepasser quand on est coach. Mon conseil aussi, et c'est quelque chose que j'ai fait beaucoup à travers ma carrière, il faut avoir l'humilité de faire un pas en arrière et de se rendre utile en même temps en devenant assistant coach. Je Ok. pense que être assistant coach, c'était aussi ce qui m'a permis de voir ce que je faisais bien par rapport à des erreurs que certains coachs faisaient, mais aussi de voir ce que je faisais pas bien et apprendre de ce que d'autres coachs m'ont montré, changer un peu de philosophie par rapport au coach que l'on suit. Mhm. C'est intéressant. Moi, j'aime bien suivre tous les ans une équipe ou un coach différent. J'ai beaucoup suivi l'Olympiakos l'année dernière. Cette année, je me suis un peu plus focalisé sur une équipe NBA. Ok. Cette année, je me suis un peu plus focalisé justement sur Minnesota. Ok, ouais. J'aime bien à chaque fois, il y a 3 ans, j'étais plus sur l'équipe NCAA, donc j'aime bien varier. Et c'est aussi un de mes conseils aux coachs. Il ne faut pas hésiter de passer de jeune à femme à homme, parce qu'il y a beaucoup de choses à prendre Mhm. et qui permettent à un coach d'allier, de combiner beaucoup Ok. de compétences qu'on a pu développer dans un style ou dans une catégorie d'âge ou une catégorie sexuelle, on va dire homme, Ouais. femme, etc. Donc voilà, ça c'est, faut pas hésiter à se diversifier. Ok. Et surtout, encore une fois, la progressivité de l'apprentissage. Il ne faut pas directement vouloir aller coacher en R1 alors qu'on n'a jamais gagné un titre en P2 par exemple. Ok, ouais. Ça c'est, on peut le faire, ça peut marcher sur un coup de chance ou sur un effectif ultra dominant, mais il faut toujours penser à une progressivité de l'apprentissage. Ok. Moi, je suis d'accord. Ce soir, c'est les finales Betclic. Monaco-Paris, game 2. Est-ce que tu as un favori? Est-ce que tu suis un peu la Oh Betclic oui. ou bien suis... Ouais, je suis un fan de basket avant Ok. tout, donc je suis tout type de basket. Alors, j'ai un favori. Une partie de moi, chauviniste, aimerait que Spanoulis gagne son premier titre de champion Ouais. de France. Ok. Une autre partie de moi apprécie beaucoup le style implémenté par Lissalo et ça va être probablement la dernière année qu'on voit ce style, Mhm. vu que Lissalo part, que TJ Short que part, tu es- que beaucoup de joueurs partent. Ouais. Ouais. Donc ouais, ça me ferait aussi plaisir de voir Paris venir un peu perturber la continuité du basket français où il y a Monaco et l'Asvel qui gagnent ces dernières années. Donc j'aimerais bien voir Paris peut-être gagner, même si et je pense que Spanoulis, tout comme à l'Euroleague, il a encore le temps. Il a Ouais. encore le temps. Il arrive en finale, première année en Euroleague, première année finale du championnat français. Il a encore le temps de gagner des titres. Donc peut-être Paris pour la beauté de ce qu'ils ont construit depuis C'est ça. quelques années et pour finir en beauté, je pense. Ok. Et par rapport à la NBA, parce que c'est plus ou moins ça en Ouais. même temps, là, on sait que c'est 3-2 pour OKC. Ouais. Tu suis une équipe de manière générale ou bien c'est le meilleur qui gagne ou tu es vraiment pour une des deux teams? J'adore OKC.
j'adore OKC. Parce que de là où ils partent, c'est vraiment, ils partent du fin fond des enfers et ils sont arrivés au... C'est la deuxième fois que Sam Presti fait ça, donc Ouais. c'est pour ça que j'adore OKC. Ils ont réussi à se réinventer sans chercher d'excuses, Ouais. sans chambouler leur effectif Mhm. et autres, et en donnant le temps aux coachs et aux jeunes de se développer. Donc j'adore OKC, j'adore leur défense, j'adore tout. Une partie de moi aurait voulu quand même que Indiana gagne. Pour le mérite, quoi. Parce qu'ils ont été... Parce que je pense qu'ils n'auront pas une deuxième chance C'est vrai. avant un petit temps. Ouais. Et que j'aime beaucoup Rick Carlisle aussi et ce qu'il a pu faire avec Très Dallas fort, à ouais. l'époque. Ouais. J'aime beaucoup, c'est un des coachs les plus sous-estimés d'NBA à mon goût. Mais je trouve il s'est re-révélé depuis Dallas, j'ai l'impression. Tu vois, on avait un peu perdu de vue, j'ai l'impression. Ouais, c'est normal. Et puis là, tu vois. Avec tous les renouveaux d'effectifs, avec tous les... il y a toujours des Ouais. processus en NBA. Donc je pense que les coachs, et en tout cas, il a eu le... Il faut respecter le fait qu'il ait eu la patience de Mhm. reconstruire, de repartir à zéro. Et même à Dallas, il avait dû reconstruire avec Ouais. le départ de Nowitzki, l'arrivée de Doncic. Mhm. Toujours réussi à se renouveler, et c'est pas évident, et retrouver de l'énergie pour refaire ce qu'il fait, c'est quand même impressionnant. Donc une partie de moi aurait voulu que Indiana fasse l'upset du siècle, probablement, parce que Vraiment du siècle, ouais. j'aimerais bien rencontrer la personne qui a prédit Indiana finaliste dans ce bracket. À ceux qui font les paris, là, s'il y a Indiana au début champion, ouais, t'es millionnaire. Hein. Je pense que chez Trash Talk, il y en avait 4 Ah ouais, qui avaient mis Indiana Putain. dans toutes les références de... Ah, la cote, elle était... impressionnant fallait aussi. parier, fallait parier. Donc j'aurais bien voulu que Indiana l'emporte juste pour la beauté et Mhm. le côté exceptionnel du phénomène. Et parce que je suis convaincu que OKC va gagner beaucoup de titres. Ouais. Donc il pourra attendre aussi. Mais vu la gestion du match 3 et du match 4 et du match 5 d'Indiana, je pense qu'OKC va être un beau vainqueur et ce sera Mais tu sais que mérité. Indiana fait un peu penser à l'époque, c'est il y a quelques années maintenant, je sais plus, c'est dans la bulle, je crois, quand Miami se qualifie en play-in, ils arrivent en finale. Ouais. Et ils se font froid taper par les Lakers. Ouais, Ouais. tout à fait. Je trouve que c'est le même... ils n'étaient pas en play-in, mais tu vois un peu le Ouais, principe du truc. On les voit pas venir. Ouais, Quoi. c'est un peu pareil, sauf que la différence entre Indiana et Miami, je pense à l'époque, c'est que Miami, c'était beaucoup basé sur de la hargne. C'est les chiens de la casse, quoi. C'est l'école Spoelstra. Donc c'était une équipe qui a joué et qui arrivait en finale au caractère. Indiana, il y a beaucoup de talent, je pense. Ouais. Beaucoup, beaucoup de talent. Il a juste fallu trouver une façon de les faire jouer ensemble et de pallier aux erreurs de jeunesse. On a vu encore hier des erreurs de jeunesse monumentales avec Nembhard notamment. Ouais. Donc, ouais, mais c'est aussi autant une surprise que Miami est dans la bulle, ouais, c'est sûr. Ouais. On va passer à tout à fait un peu autre chose pour un peu parler d'autre chose, des petites questions choix multiples. Tu auras 3 secondes pour à chaque fois me dire une réponse dans les deux. Okay, je vais commencer par la première. Euroleague ou NBA 2, Euroleague. 1, Euroleague. LeBron ou Kobe LeBron. Ok. Coach Pop, old school, ou coach Mazzulla, new school Coach Pop. Ok. Pana ou Olympiakos Aucun des deux, mais baskettiquement, Olympiakos. Ok. Rien à voir. Resto ou Uber Uber. Ok. Du matin ou du soir Du soir. Europe ou États-Unis Europe. La dernière, basket féminin ou basket masculin Ouf. Attention à ce que tu dis. Hein. Tu peux argumenter sur celui-là, je te laisse argumenter un peu si tu veux. Comme je l'ai dit tout à l'heure, moi j'aime bien tous les baskets. Ouais. Donc, basket féminin pour la discipline, pour le pourcentage de réussite, parce qu'on ne se rend pas compte à quel point les femmes sont beaucoup plus en réussite que les hommes. C'est différent. Le côté tactique qui peut beaucoup faire la différence en femmes. Basket masculin pour la physicalité. Ok. Et pour le fait qu'on peut tenter des choses un peu plus spectaculaires en tant que coach aussi. On peut faire des systèmes sur alley-oop, etc. C'est ça. Ou ça va être un backdoor simple, ligne de fond pour une fille. Voilà, exactement. Ok. J'aime les deux en fait. Okay. J'aime les deux. 50-50. Et je l'ai montré avec ma carrière. Hein. Je crois que j'ai fait, là ces dernières années, j'ai fait aussi pas mal de... J'étais assistant coach 4 ans en homme, mais j'ai coaché une fois... Ouais, non, je pense que les deux. 50-50 quoi. Les deux. Ok, les ça deux. va. C'est la fin de la deuxième interview. On va repartir pour une troisième interview, normalement qui arrivera d'ici août ou septembre, avec soit un coach, soit avec un joueur. En tout cas, c'était un plaisir. Merci coach Fivos. Merci. Et on se revoit bientôt. Ciao, ciao.